Alors, tous ceux qui, qui viennent sur l'équipe de France savent que les camps sont très compacts, très difficiles à ingérer et à digérer, parce qu'on n'a pas énormément de temps de mise en place au niveau des joueurs, et donc il faut assimiler les différentes options, des cahiers de jeu. Pour ceux qui arrivent, c'est encore plus dur parce qu'il faut assimiler le cahier de jeu, que ce soit en attaque ou en défense, même sur les special teams, qui est différent de ce qu'ils jouent sans doute d'habitude en club pour la plupart. Gate qui parle de l'actualité de la NFL. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier puisque nous recevons l'entraîneur, le sélectionneur de l'équipe de France de football américain. Eh bien, bonjour. Bonjour. Nous recevons donc le sélectionneur de l'équipe de France de football américain dans le cadre du match de la Ligue des Nations qui va avoir lieu entre la France et la Serbie à Avignon le 29 octobre. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce match un petit peu, les enjeux, ce que vous attendez et les enjeux principaux de ce match? Le match de Ligue des Nations que nous allons jouer contre la Serbie, c'est un match de classement pour la 7e place. Et effectivement, c'est en dessous de nos standards, puisque nous avions joué la dernière campagne, nous avions été en Finlande pour un match de la 3e place. Et là, nous avons un peu reculé dans la hiérarchie. Donc c'est très important pour nous de finir 7e. De cette compétition pour essayer de relancer aussi le programme. Il est important de jouer ce match. On a déjà joué à Serbie en 2019, on avait gagné contre eux, c'était à Villeneuve-d'Ascq. Donc c'est un match très important pour l'équipe de France, puisqu'on doit vraiment se challenger avec une équipe qui est plus compétitive que celle qu'on a pu avoir quand on a joué la Grande-Bretagne dans un match difficile l'été dernier. Et ça, c'est surtout ça le plus important pour nous. Donc, effectivement, il y a plusieurs points que vous avez évoqués. Le match par rapport à l'Angleterre, le match de l'Angleterre de cet été, effectivement, a été une défaite frustrante, puisque sur le score de 6-7, avec beaucoup de jeunes, je crois savoir qu'il y avait beaucoup de personnes de l'équipe de France, de tauliers, de cadres, qui étaient pris avec les Mousquetaires de Paris à l'époque. Est-ce que ce match a quand même servi de base pour les jeunes, pour commencer à s'installer et commencer à prendre du niveau quand même pour le futur aussi de l'équipe de France? Ouais, exactement. Ce match nous a servi de test pour ces jeunes joueurs, pour pouvoir les convoquer et surtout élargir le vivier de l'équipe de France senior en incluant ces jeunes joueurs et leur permettant de montrer leur valeur dans ce type de rencontre. Effectivement, comme vous l'avez noté, il nous manquait beaucoup de joueurs qui jouaient en ELF. Et donc, du coup, c'était une équipe très, très rajeunie qui a affronté cette équipe de Grande-Bretagne. La défaite est néanmoins douloureuse, mais ils ont quand même fait bonne figure avec un match international alors qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ce type de rencontre. Oui, puis c'était à l'étranger, c'était en Angleterre, c'était quand même un peu particulier pour de nombreux joueurs, donc j'imagine qu'effectivement, c'est au moins une bonne expérience à prendre et ça leur permettra aussi de revenir pour la plupart, pour ceux qui reviendront, avec cette expérience-là et avec l'expérience équipe de France qui est quand même un autre niveau et une autre ambiance, quoi. Oui, exactement. Parce que jouer les matchs internationaux, c'est vraiment les meilleurs joueurs de toutes les nations qu'on affronte. C'est un niveau qui est vraiment plus intéressant pour l'ensemble. Et les joueurs aussi représentent leur pays. Donc,
ils ne lâchent rien du début à la fin, et c'est pour ça que ce sont des matchs très très importants. Et il y a toujours cette espèce de tension de revêtir le maillot bleu pour les joueurs, parce que c'est quand même une sensation particulière de représenter son pays. Ouais, c'est à la fois un rêve, effectivement, et forcément, quand on y est, je pense que ça doit être une belle tension, effectivement, à gérer, en tout cas pour les premiers instants. On reviendra un peu sur cette jeunesse et sur cette équipe de France de manière générale. On va d'abord se concentrer sur le match de dimanche à venir. Avant le match, il y a un camp d'entraînement de l'équipe de France, 3 jours, du 25 au 27, d'après ce que j'ai vu. Comment se déroule un camp d'entraînement de l'équipe de France ? Alors, tous ceux qui viennent sur l'équipe de France savent que les camps sont très compacts, très difficiles à ingérer et à digérer, parce qu'on n'a pas énormément de temps de mise en place au niveau des joueurs, et donc il faut assimiler les différentes options des cahiers de jeu. Pour ceux qui arrivent, c'est encore plus dur parce qu'il faut assimiler le cahier de jeu, que ce soit en attaque ou en défense, même sur les special teams, qui est différent de ce qu'ils jouent sans doute d'habitude en club pour la plupart. Et l'intensité du camp est vraiment énorme. C'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de temps de latence, puisqu'on doit enchaîner avec, généralement, on fait 2 pratiques jour. Donc une le matin, une l'après-midi, entremêlés avec de nombreux meetings. Donc dès le matin très tôt, on commence par les meetings, puis l'après-midi, et on termine encore par des meetings le soir. Donc c'est vraiment très condensé, très chargé. Et donc pour la plupart, ils ne sont pas habitués à ce rythme-là, puisque dans leur club, ils ont pas des meetings tout le temps comme ça, et les pratiques ne sont pas... il n'y en a pas 2 par jour. Donc on est obligé de densifier les choses, et c'est très compliqué pour les joueurs. Oui, puis surtout que là, on parle d'une préparation pour un match de l'équipe de France. Alors on sait que le football américain, c'est un sport... Moi, c'est comme ça que je définis ce sport-là. C'est un sport individuel collectif, c'est-à-dire que on a chacun notre tâche bien spécifique, mais si personne ne la respecte, ou s'il y en a un qui ne la respecte pas, le sport, l'avancée ne peut pas se faire, l'avancée ou la défense d'ailleurs. Donc, j'imagine que ces camps d'entraînement servent à la fois de créer une dynamique de groupe, une dynamique collective, que les joueurs se connaissent, même si pour la plupart ils se sont déjà rencontrés, ils se sont déjà vus, mais c'est à la fois aussi une occasion pour les joueurs de prouver et de vous prouver directement à vous qu'ils ont la place pour se battre et pour faire partie de cette équipe de France. Oui, exactement. C'est exactement ça. Vous avez bien défini le sport qu'est le football américain. C'est 11 duels individuels dans un ensemble. Et donc, si un élément ne fonctionne pas ou fait autre chose, ça met en péril tout l'ensemble. C'est vraiment comme ça. Et c'est d'autant plus difficile pour nous de gérer les rencontres, puisque on n'a pas tout le temps de la continuité avec l'effectif de l'équipe de France, qui varie d'un match à l'autre. Parce que là, on voit l'exemple du match contre la Grande-Bretagne, où on avait beaucoup de jeunes. Là, on a un peu plus de joueurs expérimentés qui sont de retour. En tout cas, ceux qui ne sont pas blessés ou absents pour une autre raison. Donc, il va falloir qu'on arrive avec ces différents aspects, composer une équipe qui soit d'une bonne structure et que tout le monde arrive à bien fonctionner ensemble. Donc, c'est là-dessus que c'est très, très compliqué pour nous à mettre en place. Alors, j'entends beaucoup de choses qui me plaisent beaucoup, je l'avoue, parce que moi, je suis un ancien joueur et un ancien entraîneur de football américain. Donc, effectivement, je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites et communiquées. Comment êtes-vous épaulé donc dans cette équipe de France au cours de ces stages? Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu
le staff qu'il y a autour de vous, les rôles de chacun? Oui, pas de souci, hein. J'ai un staff qui est avec moi depuis un bon moment déjà, parce on a commencé ensemble. Il y a eu quelques changements dans le staff, notamment au poste de la coordination offensive. Mais c'est un staff qui a du potentiel. Je commençais par les défenseurs, une fois n'est pas coutume. Et donc, j'ai le coordinateur défensif qui est Nicolas Simoneau, qui est le head coach du Flash de la Courneuve, et qui, voilà, avec le Flash de la Courneuve, a d'excellents résultats depuis de nombreuses années, qu'il est à la tête de cette équipe. Ensuite, j'ai Arnaud Mboucha qui s'occupe des linebackers, qui lui est le coordinateur défensif du Flash de la Courneuve et un ancien joueur au poste de linebacker. J'ai également Arnaud Vidaler qui a une grosse expérience, qui s'occupe des defensive backs, qui coach également les special teams, c'est le coordinateur des special teams. Donc une très grosse expérience, et lui il coach au Dauphin de Nice. Il était le coach DB des Mousquetaires durant l'été cette année. Et j'ai également Alejandro Lozano, qui est un ancien international, qui nous a rejoint cette année pour coacher les defensive linemen. Donc voilà, on a un staff qui a de l'expérience, qui se connaissent, et ça c'est important aussi d'avoir un staff qui soit uni pour bien travailler, pour être capable de se dire les choses quand elles ne vont pas et s'ajuster et pouvoir fonctionner comme les joueurs, exactement pareil. En attaque, j'ai Jean-Philippe Eldin qui est le coordinateur offensif et également le coach de la ligne offensive. Mario Daniel sur les running backs, qui est de retour. Il n'était pas là cet été. Il avait été suppléé par Laurent Marceline, qui est un ancien running back du Flash, qui a joué en NFL Europe et qui commente les matchs NFL sur la chaîne Being. Donc, il était Certainement une des personnes les plus connues, effectivement. Voilà, il était venu nous donner un petit coup de main. Parce que voilà, on se connaît depuis très très longtemps, et donc il était venu suppléer Mario qui était en déplacement, parce que lui il est également préparateur physique pour une équipe professionnelle de hand, donc qui n'était pas disponible à ce moment-là. Sur les receveurs, nous avons Archie Monet qui coach, qui a coaché chez les Mousquetaires cet été, qui est le coach receveur et préparateur physique des Météores de Fontenay-sous-Bois. Et nous avons également Emmanuel Maguet, qui est le DTN adjoint, le head coach de l'équipe de France U19 et qui s'occupera des quarterbacks. Voilà, on a un staff qui est compact, on a des coachs sur chaque position, des joueurs, des coachs d'expérience surtout. Et voilà, ça fonctionne plutôt bien au niveau des échanges. Et ça, c'est le plus important dans un coaching staff. Oui, alors effectivement, j'avais prévu d'en parler peut-être dans un dernier temps, mais vu la quantité de personnes du coaching staff et les diversités, on va dire, d'où ils sont issus, d'où ils viennent, de par les championnats, de par leur position dans les équipes, tout ça. Je vais poser la même question maintenant. Comment on fait un playbook équipe de France? Parce que un playbook, on le fait. Un coach a souvent ses techniques offensives, défensives, on va dire ses habitudes, ses principes de jeu. Il y en a qui seront beaucoup plus focus sur du jeu regroupé, sur du jeu plus extérieur. Enfin, après, voilà, tout le monde a un peu ses techniques préférées. Comment on fait pour faire un playbook? Est-ce que c'est vous qui le faites? Est-ce que vous prenez l'inspiration de tous vos assistants, vos coachs? Est-ce que vous le faites en fonction aussi potentiellement, est-ce qu'il y a des petites modifications en fonction des gens qui sont sélectionnés, des joueurs présents sur le terrain? Alors, on fait un playbook, on décide d'un playbook pour l'équipe nationale au début qu'on
on intègre cette équipe, quand j'ai repris le head coaching de l'équipe nationale, j'ai décidé de m'entourer de coachs. Et d'abord les cordeaux, parce que pour moi c'est le plus important, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Et avec les cordeaux, on regarde ce qu'il est possible de faire. Donc pour aller le plus rapidement possible et être le plus efficace. Sachant qu'on avait récupéré l'équipe de façon urgente. Et donc il a fallu déterminer très rapidement les choix qu'on voulait amener dans l'offensive. Donc on a pris un cahier de jeu offensif un peu plus ouvert, notamment en attaque. En défense, on s'est basé, puisqu'on avait un groupe qui était déjà en place, qui était plus expérimenté dans l'effectif. Donc on a décidé de continuer avec le cahier de jeu défensif qui était utilisé en amont par l'équipe de France. Donc celui-là, on n'a pas changé, mais offensivement, on avait un nouveau groupe, donc il fallait et un nouveau coaching staff, fallait un nouveau playbook pour pouvoir être efficace le plus rapidement possible et que les cordeaux maîtrisent les playbooks pour pouvoir le rendre aux joueurs et leur permettre de jouer de la façon la plus simple et la plus efficace possible. Voilà comment on établit la mise en place en fonction de nos besoins. Ensuite, c'est pas en fonction des joueurs qu'on sélectionne, ce sera plutôt le playbook qui va varier en fonction de ce que nous propose l'adversaire en face. Donc les quelques ajustements qu'on fera, puisqu'on est censé avoir un groupe de joueurs qui se ressemblent, effectivement. Hein. Il y a une partie qui va changer, notamment, voilà, on n'ira pas sur du power football puisqu'on n'a pas les éléments pour jouer du power football. Par exemple, je donne cet exemple-là. Hein. Et donc, effectivement, on va aller plus sur un jeu de zone, un jeu sur de la vitesse qui est plus notre qualité offensive. Donc, okay. Voilà par rapport aux joueurs. Ouais. Par rapport, donc j'ai dit par rapport au coach comment ça fonctionnait. Et par rapport aux joueurs également. Et après, les coachs amènent leur pierre à l'édifice, notamment les cordeaux. S'ils ont une vision des choses, eh ben, ils me proposent quelque chose. Moi, je regarde si c'est faisable, si ça convient aussi à l'effectif, je le valide et ensuite on le met en place. Voilà. Donc on échange là-dessus. On a beaucoup de travail en dehors des camps avec les coachs où on échange énormément sur les options que nous allons prendre. Et oui, voilà. Et effectivement, en plus, le football américain, ce n'est pas qu'un sport qui se joue sur le terrain, c'est une vraie partie d'échec où on doit préparer sa partie en amont. Donc, vous l'avez bien dit, hein, effectivement, je ne l'avais pas cité, mais la préparation vis-à-vis de l'adversaire est ultra importante. Et forcément, on le voit dans les différents championnats, dans les différentes ligues. Les équipes ne jouent pas le même football qu'ils jouent contre une équipe A ou une équipe B, et c'est normal, puisqu'on s'adapte constamment à l'adversaire. Justement, on en parlait au début, ce manque d'expérience en Angleterre, ce retour d'expérience un petit peu maintenant, justement, vis-à-vis de ce playbook-là, j'imagine que le playbook ne change pas, mais peut-être les jeux appelés peuvent changer beaucoup plus. Oui, exactement. Ça peut nous amener à avoir plus d'options. C'est-à-dire que pour l'Angleterre, on a été obligé de limiter les jeux qu'on pouvait intégrer du fait de l'inexpérience de la majeure partie des joueurs. Alors que là, on a des joueurs un peu plus expérimentés avec lesquels on pourra rentrer plus d'options. C'est vraiment là où il y a une différence. C'est pour ça que c'est très important d'avoir de la continuité au niveau de l'effectif au sein des équipes de France, puisque on a très peu de temps pour se rassembler. On n'a pas l'opportunité de faire des camps en amont pour pouvoir huiler l'exécution, le timing. Donc on a très peu de temps, donc on a 3 jours pour rentrer une série de jeux qu'on a définis en amont. Et donc on ne peut pas rentrer énormément de choses
puisqu'on va se perdre sur l'exécution. Et on sait que le football américain, c'est un sport qui demande beaucoup de répétitions, beaucoup de timing et beaucoup d'exécution parfaite pour pouvoir bien se développer. Et c'est là-dessus qu'on voilà, on est obligé de se limiter et être le plus efficace possible. Et c'est toute la complexité effectivement de la chose et du rôle aussi du coach. Qui c'est qui envoie les jeux offensifs, défensifs? C'est le coordinateur offensif, Alors, le coordinateur défensif? coordinateur offensif, Jean-Philippe Eldin envoie les jeux offensifs et Nicolas Simoneau envoie les jeux défensifs, c'est le coordinateur défensif. C'est Okay. les deux qui envoient les jeux. Alors, ils sont assistés par les autres coachs, donc ils peuvent avoir des échanges. Et on a également Emmanuel Maguet qui est dans la boxe pour l'attaque, pour donner son point de vue en hauteur et nous permettre de prendre de meilleures décisions quand cela s'impose. Très bien. Jean-Philippe, vous êtes parfait dans les transitions, puisque vous avez parlé tout à l'heure de la difficulté de se mettre d'accord sur 3 jours, enfin de se mettre d'accord, de répéter les jeux sur 3 jours. Justement, je voulais parler moi un peu de cette complexité et de ce match-là qui arrive le 29 octobre, une période où le championnat de France n'a pas encore débuté, puisqu'il débute en janvier. Il fait janvier-juin, je crois, de mémoire, le championnat de France. Le championnat de France sera en février. Oui, février, pardon. Pour l'élite, ça débute en février. Voilà. Donc, on est dans une période très creuse où le championnat débute en février, où l'ELF, donc, notamment via les Mousquetaires, est terminé depuis maintenant plus d'1 mois. On est dans une période très creuse en termes de football américain en France. Comment font les joueurs pour eux s'entretenir et pour permettre d'apprendre ces playbooks et avoir cette répétabilité et être prêt pour le jour J? Alors c'est très compliqué parce que là, pour le compte, on va avoir des niveaux athlétiques un peu différents. Et oui, bien sûr. On a les joueurs qui sont dans le championnat de France qui, eux, sont en reprise athlétique, donc ils sont en préparation physique actuellement. Donc, eux, ils vont être dans leur pic de préparation. Et on a tous les joueurs de LF qui, eux, sont plutôt dans un stade de décompression, puisqu'ils ont eu une saison très dense. Il ne faut pas oublier que le LF, c'est un match tous les week-ends. Donc avec des entraînements, donc non-stop, ils ont 12 journées. Et puis c'était un peu une nouveauté en plus, donc ils ne pouvaient pas trop imaginer ce qui allait se passer, quoi. Ouais, et puis 12 journées, puis on n'a pas, voilà, il y a très peu de joueurs de notre championnat qui sont habitués à jouer tous les week-ends. Donc c'est une exigence qui est différente, et puis à un très haut niveau, ça va beaucoup plus vite. Ce que j'allais dire, c'est des matchs de haute intensité en plus tout le temps. Donc voilà, donc c'est très très difficile à récupérer. Donc on a ces joueurs-là qui, depuis 1 mois, sont plutôt dans la récupération, dans les soins et moins dans la préparation athlétique. Donc la chance que nous avons, c'est que Arnaud Vidalaire, qui coach sur l'équipe de France, s'occupe également de la préparation des joueurs qui sont en tout cas aux Mousquetaires de Paris. Et donc, il peut les suivre et les mettre à niveau pour pouvoir enchaîner avec l'équipe de France, en tout cas sur ce match-là. Donc ça, c'est une chance pour nous d'avoir le préparateur physique des Mousquetaires comme coach en équipe de France. Donc le suivi est plus précis pour nous. Donc voilà, on va essayer de trouver cet équilibre entre les différents aspects des joueurs, ceux qui sont dans le championnat de France et ceux qui ne le sont pas, pour pouvoir avoir un combo, remettre à niveau un peu les joueurs de l'ELF et les joueurs qui sont de la préparation physique actuellement, pour pas qu'ils soient trop dans le rouge avant cette rencontre. Voilà. C'est à ce niveau-là, et pour ça, on a un staff médical qui est géré par le docteur Mohamed Kutné et ses kinés, donc qui s'occupe très très bien des athlètes pour leur permettre d'être au diapason et au max de leurs possibilités pour jouer les matchs.
On n'en a pas parlé, mais ce petit camp d'entraînement, je reviens juste dessus, il se déroule où, à Paris ou vous êtes déjà à Avignon? Non, on ne sera pas à Avignon, on sera un peu plus bas, on sera à Aix-en-Provence. D'accord. Vous profitez du complexe des Argonautes, peut-être, ou pas du tout? On sera au Krebs d'Aix, D'accord. sur le camp. Et donc, voilà, on n'est pas trop loin, ça nous permet d'avoir un déplacement très court Oui. pour aller sur le lieu de la rencontre. Donc, d'avoir un long déplacement où les joueurs sont dans un car ou des choses comme ça. Mhm. On sera déjà sur place, acclimaté au temps du sud. Voilà, on essaie de se mettre dans des conditions favorables pour pouvoir se préparer et avoir le moins de déplacements. Donc, en fonction de l'endroit où on va jouer la rencontre, on va se rapprocher. On était à Villeneuve d'Ascq pour le match contre la Grande-Bretagne cet été, parce qu'on devait aller en Angleterre plutôt que d'aller dans le sud ou dans le centre de la France, quoi. Ouais. Alors, moi, je suis juste à côté d'Avignon, hein, j'habite juste à côté. Bon, j'avoue que pour le moment, on a un temps un peu clément au niveau température, mais niveau du ciel, c'est un peu le temps du nord, hein, donc il faut faire attention avec ça. Bon, Justement, bah, on parlait du temps, on a parlé du playbook. J'ai, avant de poser un peu, enfin de rentrer un peu plus dans l'équipe de France et dans, dans, dans les attentes du futur de l'équipe de France, j'ai vu qu'ils annonçaient un peu des orages justement pour dimanche. Quel est l'impact de la météo justement sur les playbooks comme ça? alors, j'espère qu'il n'y aura pas d'orage parce Oui, que parce que les orages, on sait très bien que voilà. le compte, c'est le seul élément naturel qui nous empêche de jouer des matchs. Et oui, je sais bien. Vraiment, un orage, c'est vraiment problématique. Pour notre sport, on ne peut vraiment pas jouer dans ces Mm. conditions-là, même pour les autres sports, mais le nôtre est encore plus dommageable. Vraiment, on ne prend pas de risque à ce niveau-là. Donc j'espère qu'il n'y aura pas du tout d'orage J'espère aussi. dimanche, parce que voilà, et on sait très bien que les conditions météo, ça influe sur un match. La balle elle devient plus glissante, elle est plus difficile à lancer pour les quarterbacks, une balle trempée est vraiment difficile à tenir, difficile à être plus précise, et elle échappe des mains des receveurs ou des porteurs de Même balle. le snap, hein, même le snap peut être rendu Exactement. compliqué. Ça peut jouer sur les turnovers ou l'exécution des jeux. Mm. Donc, effectivement, quand il y a beaucoup de pluie, ben, il faut avoir une autre option pour prendre le moins de risques avec la balle. Ouais. Donc, voilà, c'est surtout à ce niveau-là il faut gérer. On regardera la météo avec attention pour éviter de se laisser surprendre. Ouais, on est encore un peu loin, ça Oui, peut c'est ça. changer, hein. Ça devrait changer. J'espère. J'espère. On va parler un petit peu de l'équipe de France de manière générale et surtout du futur de cette équipe de France. Euh, Là, c'est le dernier match de la Ligue des Nations, de cette phase-là en tout cas, pour jouer donc pour la 7e place. J'ai cru entendre que quoi qu'il arrive, la France restait dans la poule A, c'est ça? Oui, il y a aucun risque de descente pour nous, parce qu'on a terminé deuxième de notre poule derrière l'Autriche, qui, il faut le dire, l'Autriche est pour moi en mission. Donc, ça, c'est certain. Et ils vont, pardon, euh, eux, ils ont qu'une idée en tête, c'est remporter la Ligue des Nations. Mais nous, là-dessus, on n'a pas de problème. Et pour expliquer comment ça fonctionne avec des nations, des nations fonctionnent sur 2 ans. Donc, il y a une première année où il y a 4 poules de 3 équipes qui s'affrontent. Et les 4 premiers de ces poules jouent le Final Four. Et après, en fonction de son classement, on joue des matchs de classement. Et les 4 dans le groupe B. Enfin, ouais. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc les 2 premiers matchs sur la première année sont pour se qualifier pour le Final Four. Et puis les 2 autres matchs, ce sont des matchs de classement. Donc Ok. là, en terminant voilà, deuxième, au mieux, on aurait pu être cinquième, au pire, on serait huitième. La seule différence, c'est que ces matchs-là vont compter pour savoir dans quelle poule on va atterrir
dans la prochaine campagne. Ouais, bien sûr. Donc Ok. voilà, quand on termine 8e, eh ben, on va être dans la poule du numéro 1. Oui, je comprends bien. Voilà. D'accord. Euh, Quel est l'impact pour l'équipe de France? J'imagine qu'il est grand, mais est-ce que vous pouvez le décrire un petit peu plus? L'impact de l'équipe de France d'avoir la possibilité d'avoir une équipe ELF à Paris. Qu'est-ce qu'apportent les mousquetaires à l'équipe de France, en fait? C'est de l'expérience, de la visibilité, c'est des joueurs, de la formation. Alors, faut savoir que en termes de formation, ces équipes-là n'apportent pas grand-chose, hein, puisque eux, ils ne forment pas les joueurs. Hein. Les joueurs sont formés par les clubs de la 3FA. Ensuite, ils vont se développer et s'aguerrir dans un championnat qui est de plus haut niveau. Donc là, ce qu'ils apprennent, les joueurs, quand ils vont sur l'ELF, notamment sur les mousquetaires, ils apprennent ce que c'est que le haut niveau. C'est-à-dire répéter les efforts à haute intensité. Donc ça, c'est important, ce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire. Gérer sa récupération, qui est très important quand on est un athlète de haut niveau. C'est-à-dire prendre soin de son corps en dehors des entraînements et des matchs, savoir comment vraiment se gérer, sentir les moments où on doit être sur une phase où on met moins d'intensité dans ce qu'on fait pour éviter la blessure, et la phase où on est dans une très haute intensité. Ça, c'est très important au niveau de ces équipes-là. C'est là où ils apprennent ça. Après, ils ont une meilleure connaissance aussi de certains schémas, parce que ça joue un football un peu plus complexe, puisqu'ils ont plus de temps de mise en place. Donc les joueurs, pour la plupart, doivent progresser sur leur IQ football, au niveau de la connaissance footballistique, des techniques et des schémas de jeu. C'est là-dessus qu'ils sont meilleurs. Okay. Ça, c'est très important. Ouais. On a parlé un petit peu de la formation, justement, de par les clubs affiliés à 3FA. Justement, cette formation, on a vu de plus en plus de programmes, ça peut passer par du sport-études. Moi, je sais que j'étais en relation avec le club de Montpellier, où ils ont fait un sport-études, justement, à Montpellier, football américain. Cette formation, est-ce qu'on a une vision un peu à moyen terme, à long terme, sur des gens, des joueurs? Est-ce que dès maintenant, on regarde qui c'est qui est en formation et on commence à essayer de les former? Enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais en fait, au niveau de la formation, nous, notre relation, c'est plutôt de regarder les joueurs qui vont sur l'équipe de France U19. Donc, puisqu'on a 2 pôles qui sont structurés pour recevoir ces jeunes joueurs, donc où ils font du football américain au quotidien. Donc ça, c'est déjà mieux. Il y a un suivi au niveau des athlètes. Donc ça, on peut regarder de ce côté-là, en plus du travail qui est effectué par certains clubs, hein, parce que tous les clubs ne font pas cette formation. Hein. Donc on a des clubs qui sont des clubs formateurs, qui ont des écoles de football, où ils préparent leurs joueurs non seulement au niveau athlétique, mais aussi au niveau footballistique, et également sur le côté homme, entre guillemets, c'est-à-dire pouvoir gérer sa vie et pas être laissé à l'abandon et faire n'importe quoi. Donc il y a plusieurs ensembles qui rentrent en ligne de compte. Après, les joueurs, ils ont des objectifs différents. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on essaie d'exploiter au mieux les joueurs par rapport à cet objectif-là et de les accompagner le mieux possible pour qu'ils puissent atteindre les différents objectifs qui se sont fixés. Ok. Oui, effectivement, j'imagine que les entraîneurs de l'équipe de France U19, eux, ont une vision beaucoup plus focus sur la formation des différents clubs et communiquent beaucoup plus avec les clubs sur les pépites à venir, quoi, on va dire, du football américain. Il ne faut pas oublier que le sport, encore en France, est au niveau amateur. Hein, il ne faut pas
On n'est pas du tout sur les niveaux NFL où les gens sont hyper protégés et en font leur métier très tôt. Oui, c'est ça. Mais malgré tout, hein, je vais voir quelques matchs de jeunes, notamment la saison dernière, j'ai été voir la finale du championnat Saphir, le championnat U19, pour voir les jeunes joueurs. J'hésite pas à appeler des jeunes joueurs qui sont sur l'équipe de France U19 pour venir compléter l'équipe de France A. Parce que d'une, ça leur permet d'avoir une meilleure expérience, ça leur permet de se jauger et de se rendre compte du chemin qu'il leur reste à parcourir pour devenir les athlètes qu'ils espèrent être. Oui, bien sûr, c'est important, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, avec ce fameux match en Angleterre qui a aussi servi aussi à ça, même si c'était un match effectivement qu'on espérait gagner et qu'on n'était pas loin de remporter. En tout cas, on espère que l'IFAF va prendre conscience des choses et va enlever ce match qui est au mois d'août, parce que c'est en plein milieu de la saison LF, et donc forcément, ça a un impact sur la venue des joueurs qui n'ont qu'une semaine de récupération, sachant qu'ils jouent toutes les semaines. Donc 12 semaines, ça fait 13 semaines sans coupure, et ça, c'est très impactant pour eux, parce que ça augmente le risque de blessure. Et donc les joueurs privilégient la structure professionnelle dans laquelle ils jouent plutôt que de venir sur l'équipe nationale et prendre le risque de ne pas pouvoir effectuer la seconde partie de saison. Alors, depuis que l'équipe de France a été championne d'Europe, on observe une petite baisse quand même des résultats de cette équipe de France. Vous en aviez parlé tout à l'heure. À quoi c'est dû, cette baisse? Est-ce que le Covid est passé par là? Est-ce que le réservoir est un peu moins dense? Est-ce que les adversaires sont au contraire beaucoup plus forts? Non, franchement, je ne pense pas que ce soit vraiment lié. Hein. Je pense plutôt que c'est lié à la structure. Actuellement, c'est plus difficile pour nous de pouvoir mettre en place des camps. Donc, la préparation, elle se fait sur 3 jours à chaque fois. Et préparer une équipe à être performante avec je vais essayer de trouver le mot, une rotation d'effectifs régulière, c'est très difficile. Oui. Donc voilà, c'est surtout, pour moi, le plus gros problème se situe là. C'est-à-dire qu'on n'a pas la continuité au niveau de l'effectif. Donc on pourrait avoir un groupe avec quelques pièces qui viennent se rajouter par-ci, par-là, mais la plupart du temps, on est obligé de reconstruire et répéter. En fait, on n'arrive pas à faire avancer le groupe puisqu'on est obligé de recommencer à chaque fois quasiment de zéro à chaque camp. Et donc, si on est obligé à chaque fois de repartir de zéro, on ne peut pas se perfectionner, on ne peut pas avoir cette relation entre les athlètes qui va faire que ça va rouler tout seul. Il nous faut un peu plus de camps de préparation avec tous nos athlètes pour qu'on ait cette cohésion et cette capacité d'exécution qui soit plus fluide et plus facile pour nous. Même si ce sont des athlètes de haut niveau qui sont habitués à jouer et à ingérer les choses plus facilement, il ne faut pas oublier que c'est un sport qui demande de la cohésion et du timing. Donc, on a besoin qu'il soit là régulièrement. Très bien. Alors, j'imagine que c'est une question qu'on vous a déjà posée plusieurs fois depuis une semaine ou deux qu'on a eu l'information. Quel est l'impact de la présence du flag football au JO en 2028? Enfin, quel est l'impact? On ne peut pas vraiment le savoir, mais comment on peut imaginer l'impact de la présence du flag football au JO pour des nations comme la nôtre ou pour les nations européennes en règle générale? Est-ce qu'on peut imaginer une augmentation du nombre de licenciés de flag qui peut-être basculeront derrière sur du football américain? Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est deux sports vraiment différents. Même si on joue avec la même balle, on a les mêmes règles de lancer, des trucs comme ça, mais les lignes n'existent pas, par exemple, au flag. Oui, puis le contact n'existe pas. C'est la vraie différence dans cette version du football américain qui est le flag. L'impact, pour l'instant, il est difficile à jauger.
Je pense qu'il va devenir intéressant, surtout après les JO 2028. Avant, voilà, ça va impacter surtout les joueurs de football américain qui sont déjà sur le flag et ceux qui prennent le flag comme juste du loisir, qui vont peut-être s'intéresser au flag comme une discipline à part entière. Oui. Voilà, c'est à ce niveau-là que ça va changer pour nous avant les JO de Los Angeles. Je pense que l'impact sera important parce que les gens vont voir du flag à la télé, vont voir ce sport qui est différent et là, peut-être, on va avoir des licenciés qui vont venir en nombre. Mais après 2028, avant 2028, je ne suis pas certain qu'on ait un impact parce que je pense que la plupart des gens ne savent toujours pas ce que c'est que le flag football. Sans manquer de respect à cette discipline, hein, c'est vraiment ça. Déjà, au football américain, c'est très difficile d'avoir une visibilité. Hein, donc, il ne faut pas se leurrer. Hein. On a du mal à aller chercher des licenciés. Il faudrait qu'on aille chercher encore plus de licenciés, plus d'athlètes pour venir enflouer nos clubs. Et ça, c'est un travail de longue haleine que doivent faire les associations sportives, d'aller sur le terrain et de faire des actions au niveau de leur commune, de leur région pour montrer que c'est un sport qui est actif, vivant et passionnant. Donc ça, c'est un premier aspect. Mais le flag va devenir intéressant, vraiment, je pense, après les JO 2028. Pour l'instant, ça va surtout concerner les athlètes en place dans nos disciplines qui vont peut-être s'orienter un peu plus sur le flag au détriment, malheureusement, du football américain parce qu'ils vont avoir en tête cette opportunité d'aller défendre les couleurs de leur pays aux Jeux Olympiques. Et il ne faut pas se leurrer, hein, c'est une visibilité incroyable de pouvoir défendre les couleurs de son pays lors de Jeux Olympiques qui sont suivis sur la planète entière. Et ça va être un impact et ne doutons pas, les Américains vont faire les choses en grand pour montrer cette discipline et les disciplines qui sont de chez eux et les mettre en avant parce que c'est une porte d'entrée pour eux sur toute la planète. Oui, et puis je suis complètement d'accord. Hein. C'est vrai que l'opportunité de pouvoir représenter la France aux Jeux Olympiques, quand on commence à faire du flag, pour ceux qui ont commencé le flag il y a 2-3 ans par exemple, ils n'y pensaient même pas. Donc là, c'est un rêve que beaucoup vont avoir. En plus de ça, aux États-Unis, jouer au flag au JO aux États-Unis, j'imagine que c'est un rêve pour beaucoup de joueurs justement. Mais effectivement, l'impact sera forcément positif. Ça ne peut être qu'une bonne pub pour le flag et le football américain. C'est sûr. Et puis on peut imaginer, le rêve le plus fou. Hein. On ne sait pas. On est qualifié, on est dans un match de poule, on joue aux États-Unis, on représente la France, et en face de nous, c'est les États-Unis avec Tariq Hill qui joue receveur. et c'est un joueur NFL, ou un quarterback NFL qui sera là aussi pour jouer. C'est une expérience vraiment incroyable que ceux qui ont la chance de vivre ça n'oublieront jamais. C'est évident. Ouais. Oui, c'est évident. Alors justement, on parlait du côté des États-Unis avant qu'on mette un peu un terme à cette interview et ce podcast. Le podcast Tailgate est un podcast qui parle beaucoup de NFL habituellement. Donc, je veux un peu vous questionner sur la NFL, forcément. Est-ce que vous avez une équipe préférée ? J'ose pas le dire. Ah. J'ose pas le dire parce que là, c'est très difficile. Actuellement pour mon équipe favorite, donc on est en souffrance. Je suis fan des Giants de New York et les Giants, là, cette année, après avoir fait croire qu'il y avait une possibilité de résurgence au niveau de l'équipe en allant en play-off, cette année, c'est très très difficile. Et voilà, j'aimerais pas jouer quarterback dans cette équipe. Mais je crois que le quarterback ne veut pas jouer quarterback dans cette équipe. Alors, ça sera coupé à la diffusion, hein, parce qu'il y a trop de fans de New York dans la rédac. Donc, c'est pas possible. Je suis solidaire.
Euh, oui, alors bon, effectivement, New York, c'est un peu compliqué. Sinon, des surprises, des déceptions sur le début de saison du football américain, enfin de la NFL en tout cas? Non, oui, je trouve que bon, les équipes qu'on attendait, elles sont présentes, hein, les Niners, les Chiefs. On sait que ces équipes-là, voilà, elles sont solides, on les attendait. La surprise surtout, c'est Miami. Moi, je trouve que Miami a un jeu intéressant, très explosif. Niveau Moi, offensif, c'est très voilà, incroyable. c'est vraiment impressionnant. Moi, voilà, je trouve que voilà, c'est cette équipe-là qui est pour moi l'underdog de cette saison. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et voilà, on est aussi euh, dans la déception au niveau des Patriots de Bill Belichick qui continuent leur descente en enfer. Euh, Ils ont fait une qui, belle victoire hier. oui, mais bon, c'est À quel prix? c'est difficile, c'est difficile. Alors Ouais. qu'on a connu, voilà, pendant plus d'une décennie, un très haut niveau de football. Et là, ça devient très, très difficile, hein. Donc voilà pour les équipes en règle générale sur la NFL, hein. Mm. Oui, effectivement. Après, bon, c'est que le début de saison. C'est vrai il y a eu que 7 journées, je crois, 7 semaines, donc peut-être 8. C'est vrai que c'est encore bon, on arrive bientôt, mine de rien, au tiers de la saison, hein, donc ça va vite arriver. Ben là, on a déjà les équipes qui prétendent aux playoffs, qui Mm. commencent à poindre le bout du nez. Donc, on a déjà une idée à peu près, hein, même si ça peut encore changer. Ah oui. On voit les équipes qui sont plutôt dominantes. On a les rivaux des Giants, qui sont les Eagles, qui sont plutôt solides. Et, on voit, mais bon, on voit quand même cette équipe avoir une fragilité. Si Edgy Brown se blesse, je ne lui souhaite pas, mais s'il venait à se blesser, ça limiterait un peu l'impact offensif de cette équipe. Ouais. Effectivement, après, bon, on va voir la suite de la saison, mais moi, personnellement, je trouve que je suis assez surpris de voir qu'il y ait des blowouts complets sur certains matchs. Par exemple, les Lions hier, les Broncos qui en prennent 70 à Miami. On ne parle pas des Broncos qui ont pris 70 points. On ne peut pas parler de ça. Je C'est une suis fan des anomalie. Broncos, donc C'est c'est une anomalie. C'est une anomalie footballistique. Je ne sais plus. Je pense qu'on n'a pas vu une équipe prendre 70 points en NFL depuis au moins 60 ans. Je ne sais pas. ouais, ouais, J'ai pas de, j'ai et pas c'est de arrivé qu'une souvenir. seule fois. C'est arrivé qu'une seule fois, c'était 73 points le record. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas de souvenir et j'ai déjà un certain âge. Donc du coup, Ouais, non, mais oui, effectivement, c'est particulier. Alors, dernière question, forcément, on va demander ce que vous vous mouillez. Est-ce que vous pouvez pronostiquer le Super Bowl et le champion? allez, je vais m'y mettre une pièce sur les Niners. Ah, ils sont forts en début de saison quand même, hein. Mm. Et Et c'est côté, surtout très très solide défensivement. Ils sont là-dessus, ils sont impressionnants. Donc je mettrai une pièce sur les Niners. je maintiens la pièce à une condition pour moi, Christian McCaffrey qui reste en forme. Ah oui, Parce qu'il est primordial dans le jeu offensif. Sans lui, les receveurs seraient beaucoup moins ouverts, je pense. mais tout à fait. C'est exactement ça. C'est cet équilibre avec un porteur de balle très percutant qui permet de libérer de l'espace pour le jeu aérien, puisque on ne peut pas uniquement défendre un seul secteur de jeu. Et si on se concentre sur un secteur de jeu, Mm. forcément, c'est au détriment de l'autre secteur. Et Donc, le finaliste? franchement, je ne sais pas. Je sais pas. Je pense que ça va être très serré. Je vois pas contre qui. Là, pour l'instant, je ne sais pas. Moi, j'avais pronostiqué les Bengals en début d'année, mais c'est un peu compliqué. Et je pense, malheureusement, parce que Non, c'est des rivaux des Broncos, mais je pense que les Chiefs feront leur Super Bowl aussi. Je vois pas trop qui pourra les empêcher de ce côté-là. ils peuvent, mais on peut se retrouver dans la situation comme la saison dernière où le quarterback se blesse et ça peut être Et oui. un problème puisque c'est le facteur X de cette équipe.
Lui et Kelsey, effectivement. Ouais. Eh bien, écoutez, Jean-Philippe Dinglor, merci beaucoup pour cette interview, pour ce moment passé ensemble. Nous vous souhaitons tout le meilleur pour le match de dimanche et pour le futur de l'équipe de France. Je rappelle simplement à ceux qui nous écoutent, dimanche en Avignon, match de l'équipe de France de football américain contre la Serbie. Je serai présent. J'essaierai de venir vous encourager, de porter toutes mes forces pour vous et pour votre équipe, en espérant voir un très beau match de football américain. On espère donner une belle figure, en tout cas d'être plus percutante que ce qu'on a montré cet été, avec une équipe qui soit plus impactante dans le jeu. Donc merci en tout cas pour cette interview, c'était très sympathique. Et puis venez nous encourager dimanche 14h à Avignon dans une belle rencontre et un beau stade. Ouais. Effectivement, il y a beaucoup de clubs juste à côté, Aix, Nîmes, Marseille. Donc, venez faire le déplacement. Valence, Orange et même Avignon. Donc, venez faire le déplacement pour voir l'équipe de France. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très rapidement pour un prochain podcast Tailgate qui parlera de l'actualité de la NFL. Merci à tous.